Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre émission préférée, Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci de nous recevoir chez vous pour parler aujourd'hui donc du Togo où nous parlerons et nous aborderons avec nos invités les résultats des élections, la promulgation de la nouvelle loi, de la nouvelle constitution par le président de la République. Et ceci avec des invités de marque. Mais bien avant, je voudrais vous demander une faveur de partager cette émission qui est diffusée de par le monde sur le www.afrowebtv.com/live ou carrément sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Ça fait plaisir également de vous savoir nombreux à ce grand rendez-vous de votre émission et je suis très honoré de recevoir pour vous des hommes qui nous honorent de leur présence en ligne au Canada et aux États-Unis. Permettez-moi donc de lever encore une fois le voile sur leur identité. Il s'agit bien entendu donc du coordinateur de Pyramide du mouvement pour un Togo nouveau, et il est également économiste, analyste politique. Il revendique donc ce titre bien entendu donc coordinateur de la diaspora togolaise. Monsieur Tchehelu Lawson Nyamasadi Hefoume Laté, bonjour. Bonjour à Moïse, bonjour à mon copanéliste. Je voudrais d'entrée de jeu vous remercier toute votre équipe pour le travail que vous faites pour amener la communication aux Togolais. Je salue donc tous les compatriotes togolais au Togo et dans la diaspora. Je voudrais saluer leur courage, leur détermination, leur je dirais, opiniâtreté dans cette longue lutte depuis de 60 ans où le peuple togolais lutte pour son indépendance, sa liberté et aussi pour plus de justice, débarrassé d'un régime kakistocratique qui nous a été imposé depuis 1963 après l'assassinat du président Sylvain Olympio, un régime de terreur qui a fait, il faut le rappeler, plus de 10 000 morts, 2 millions de Togolais exilés et des centaines de prisonniers politiques qui sont crucifiés chaque jour sous la torture du régime de Faure Gnassingbé. 9 morts ont été notés depuis 2018. Ces jeunes qui n'ont rien fait, qui continuent toujours par souffrir la croix et la bannière. Je pense à Omolu, Jean-Paul, je pense à Aziz Goma, je pense à cette dame, Léla Traoré, qui a été retenue contre son gré alors qu'elle avait un bébé de 9 mois. Elle n'a pas été jugée jusqu'à présent. Sa condition de vie c'est grave. Ils sont nombreux, ces prisonniers politiques qui souffrent en général, y compris le propre frère de Faure Gnassingbé, Kwacha Gnassingbé, le commandant Ati, et tous les militaires qui sont écroués sous ce régime injustement. J'en appelle donc au début de cette émission à la libération de tous ces Togolais qui souffrent et qui meurent dans le silence de la communauté internationale. Voilà, 60 ans de dictature, militaro-monarchique, je pense que ça suffit. Et ce n'est pas par la fraude, le tripatouillage constitutionnel, le coup d'État constitutionnel, le coup d'État permanent que Faure Gnassingbé va vouloir toujours régenter ce pays par une gouvernance kakistocratique de corruption, faite de corruption, de vol, de viol et avis. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Tchehelu Lawson Nyamasadi Hefoume. Par duplex aux États-Unis, nous recevons pour vous chez vous Dr Albert Katé. Vous êtes leader d'opinion. Docteur, bonjour. Bonjour Moïse. Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Très heureux d'avoir l'occasion de débattre une fois encore avec le compatriote et frère et ami Monsieur Tchehelu, respectable de la communauté togolaise dans la diaspora. Merci Moïse à vos efforts et plein de succès toujours dans nos travaux pour votre contribution et votre aide pour le peuple togolais qui a besoin de la lumière. Un peuple togolais qui est aujourd'hui meurtri à cause de plusieurs maux dont souffre la nation. Aujourd'hui, les Togolais, partout où nous sommes dans le monde, nous ne pouvons même plus nous retrouver ensemble dans une association politique si nous sommes du sud et les autres sont du nord.
Aujourd'hui, même si dans la communauté nous décidons de faire une association qui n'est même pas politique, mais apolitique pour des biens sociaux pour notre communauté, alors là, il faut mettre les garde-fous, il faut interdire à ce qu'on se parle politique pour ne pas tout capoter. Au Togo, nos grands frères et nos grands parents, nos leaders, ne peuvent même pas avoir un parti politique créé par des gens de Yoto, dirigé par un leader qui sera de Vaughan. De même que dans la région d'Aného, si nous avons un parti politique fondé par les gens d'Aného, en aucun cas on ne peut investir pour les présidentielles quelqu'un qui est Kotokoli de Paratao. Un peu, c'est de ça qu'il s'agit. Et beaucoup ont été inculqués par l'esprit de vengeance lié au meurtre regrettable de l'ancien président Sylvanus Olympio, à telle enseigne que nous pouvons aujourd'hui avancer dans l'avenir dans aucun compromis. Et le décollage économique de notre pays est retardé à cause de toutes ces difficultés politiques et ces difficultés que nous vivons dans notre communauté en général. La conférence de Bonn en 1990 a été l'occasion pour nous de redémarrer le pays. Nous avions tout donné, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons bâti une nouvelle constitution, des institutions fortes, des gros projets de réforme pour redécoller ce pays vers un avenir. 30 ans plus tard, aucun compromis n'est plus possible. Certains chefs de partis politiques préfèrent plutôt se lever tôt pour aller rencontrer leurs adversaires avant l'ouverture d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique. C'est l'intérêt personnel, c'est le business politique qui a pris le dessus. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Pour d'autres partis politiques, certains disent que c'est eux seuls, c'est avec eux seuls qu'il faut discuter s'il y a un compromis à chercher. Et d'autres ne veulent même plus voir de leurs yeux, ni devant eux, la société civile. La société civile dont ils sont eux-mêmes issus avant d'être chefs de parti de l'opposition. La société civile qui a construit notre démocratie dans les années 90. Ils ne veulent même plus les voir de leurs yeux. C'est là où nous en sommes. Et d'autres n'hésitent pas à enseigner à notre jeunesse que nous sommes des ennemis. Tellement que tout cela divise plus et engouffre le Togolais dans la méfiance. Mais qu'en est-il du bien-être de la population? Ce n'est pas l'affaire de certains, parce que certains politiques n'hésitent pas à te dire, écoutez, ils disent au peuple, vous voulez, ce que vous voulez là, les biens sociaux, toutes les promesses que nous avons faites là, allez plutôt demander ça à ceux qui gouvernent. Alors, et quand ceux qui gouvernent organisent des élections, ils sont toujours les gagnants. Et bien oui, ces mêmes personnes reviennent pour se plaindre, ils sont étonnés de voir que pourquoi ceux qui gouvernent sont toujours les gagnants. Alors, et le peuple ne se retrouve plus dans tout ceci. Tout ceci est fini par s'abstenir. Les citoyens togolais ont fait aujourd'hui de la vie de la nation un business. Tu enlèves des gens de la liste électorale, tu les enlèves de la tête de liste, et bien oui, ils promettent d'en découdre avec le parti, avec ces dirigeants qui ont fait ça au détriment du travail qui consiste à chercher le bien de la nation. Nous avons l'occasion aujourd'hui de débattre de tout et venir en aide à ce peuple-là qui cherche là où aller et comment trouver un bonheur dans l'intérêt de tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci. Le décor est planté avec nos deux invités. Vous aurez compris que nous serons dans un débat contradictoire. Nous aurons à donner 2 minutes 30 à chacun donc, de nos invités pour nous répondre à chaque interrogation, 2 minutes pour chaque téléspectateur pour poser une question et intervenir au cours de cette émission que vous suivez sur le www.afrowebtv.com. Merci à tous. Première question pour chacun de nos débatteurs aujourd'hui. Les résultats des dernières élections législatives et régionales au Togo, l'opposition au carreau avec 5 députés sur les 113 et 42 conseillers régionaux sur les 179. Votre appréciation sur ces chiffres, Monsieur Tchereloulo Somniamassadi Hefoume Laté. Appréciation. Il faut tout simplement avoir le courage de dire que
il n'y a pas eu vraiment d'élection. On savait de toute évidence que le régime sexagénaire militaro-monarchique qui régent le Togo d'une main de fer depuis les 60 dernières années n'a jamais gagné aucune élection au Togo. Ce régime-là s'impose par la fraude, la violence, le coup d'État permanent. Les élections du 29 avril ne sont que l'illustration de ce que nous savions déjà, et c'est je dirais la conclusion d'un processus qui était déjà frauduleux en soi. Il faut rappeler, je dirais, les étapes, n'est-ce pas, avant d'arriver à la conclusion, les résultats. Il faut connaître donc les étapes de ce processus de fraude. Vous savez, la fraude au Togo est devenue une expertise dans laquelle ce régime s'est illustré, qui a développé toute une méthodologie, et cette méthodologie conduit bien évidemment aux résultats que nous connaissons. D'abord, il y a ce qu'on appelle le recensement électoral. Je dirais le premier étage de la fusée, ce que j'appelle la fusée de fraude. Dans cette première étape, un régime qui depuis 60 ans n'est pas capable, n'est-ce pas, pour tout simplement une population de 8 millions d'habitants, n'est pas capable de leur donner une pièce d'identité à leur naissance. C'est incroyable. Vous voyez? Et les Togolais qui naissent et qui n'ont pas de pièce d'identité dans leur propre pays. Et quand ils arrivent à l'âge à 18 ans pour être sur une liste électorale, il faut que des chefs de quartier, des chefs traditionnels viennent pour dire « Ah, je le connais, vous pouvez l'inscrire ». Et c'est comme ça qu'on inscrit sur sur la liste électorale à peu près 75% des Togolais. C'est tout à fait inimaginable. Alors, c'est un processus qui est entretenu pour pouvoir inscrire des non-fictifs, des enfants, des étrangers, et pour permettre de justifier donc par la suite des résultats complètement farfelus. C'est la première étape de la fraude. Donc, le fichier électoral est corrompu. Ce fichier électoral a plusieurs, je dirais, plus de 2/3 de ce fichier électoral fait partie des électeurs fictifs qui a été entretenu depuis des années. Première étape. Deuxième étape, eh bien, on arrive à ce qu'ils ont appelé un découpage électoral. On fait du découpage électoral, ce que l'ANC, Jean-Pierre Fabre a appelé l'apartheid électoral, de façon à ce que, 40 000 électeurs dans la région de Kara élisent une vingtaine de députés, alors que quand vous venez dans la région maritime où il y a plus de 2 millions d'électeurs, on leur donne pratiquement le même montant, le même nombre d'électeurs ou encore moins. Alors que si on base sur une démocratie à la base, c'est les citoyens de ce pays qui donnent le droit, n'est-ce pas, le droit constitutionnel à leurs dirigeants. Donc, chaque Togolais, un vote, one man, one vote. Mais dans le cas du Togo, on a monté toute une alchimie pour que très peu de personnes élisent beaucoup de députés et beaucoup de personnes élisent moins de députés. Et quand ils convoquent, ils donnent des arguments régionaux, ces mêmes arguments régionaux ne tiennent pas le coup parce que quand vous arrivez à la région de Dapan, dans la région de Savane, il y a plus d'1 million, n'est-ce pas, d'électeurs. Par contre, ils n'ont pas le même de députés que les gens de Kara, par exemple, peuvent avoir. Alors, ce découpage permet au RPT, quelles que soient les élections, d'avoir toujours, avant même les élections, plus de 50 députés d'emblée, avant même de commencer les élections. Vous voyez, tout ça participe au système de fraude. Donc, on va venir tout à l'heure à la question du régime parlementaire, qui à la base est basé sur une culture démocratique, sur le vote des citoyens. Alors, si on supprime le vote, si on supprime le vote à la base, comment vous pouvez, à la fin, donner un crédit, n'est-ce pas, aux résultats? La troisième étape de cette échelle de fraude, c'est la corruption. La corruption de façon à ce qu'on achète les consciences, on distribue
de l'argent aux citoyens, on va jusqu'à moquer, n'est-ce pas, après avoir entretenu la fraude, après avoir entretenu la paupérisation de la population, la souffrance, où les Togolais mangent un repas principal, ont de la difficulté à trouver un repas principal par jour, où nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Dans ces conditions, la population est abandonnée à elle-même, alors que le chef de l'État lui-même dispose d'une richesse immense de plus de 20 000 milliards et qui est une fortune personnelle, qui équivaut pratiquement à la dette du pays. Dans ces conditions-là, eh bien, on va aller distribuer du gari, du condom aux populations pour acheter leur vote. Voilà. Donc, la corruption à haute dose, on a vu comment la première ministre Dogbe a distribué de l'argent dans sa région pour pouvoir acheter la conscience des populations. Voilà la deuxième étape de cette échelle de fraude. Quatrième étape, c'est la violence. La violence systématique, la violence barbare. Comment on est parti menacer des gens dans les bureaux de vote. On les fait sortir et on remplit les urnes, n'est-ce pas, avec des bulletins prévotés. Comment on a fait preuve de violence où les forces de l'ordre qui sont supposées, n'est-ce pas, à sécuriser cette vote, lorsque on les invite à constater les cas de vol, ben rien n'est fait. On laisse plutôt ceux qui ces miliciens faire n'importe quoi, faire de la violence, chasser les gens dans les bureaux de vote. Vous voyez, donc c'est une troisième étape. Et enfin, tout le dispositif qui est mis en place, où on refuse, n'est-ce pas, qu'à la fin d'un vote, à la fin de la journée, mais pourquoi pas, on ne proclame pas comment on appelle, les résultats bureau de vote par bureau de vote, officiellement. Si vous venez de voter dans une région, par exemple, d'Angpen, à la fin, ben, on proclame, tous les délégués des différents partis qui ont participé ont le résultat et c'est proclamé bureau de vote par bureau de vote. Non, ce régime refuse parce qu'il veut manipuler les résultats et donc il faut l'amener entre-temps au CELI, les CELI les envoient au CENI pour que tout le temps, ils prennent le temps de renverser les résultats et de proclamer ce qu'ils veulent comme résultat. Et quand vous contestez, on vous dit, ben écoutez, allez à la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle qui est noyautée depuis des années par des missi dominici du régime, rejette tout simplement vos résultats à la fin. Donc, quand vous mettez tout ça en conteste, vous comprenez, Moïse, que les résultats qui sont proclamés aujourd'hui sont des résultats complètement frauduleux, qui ne reflète pas la volonté des urnes, la volonté du peuple togolais, et ça a été fabriqué tout simplement pour que ce Parlement devienne, n'est-ce pas, une propriété privée de Faure Gnassingbé pour pouvoir le proclamer à président. Donc nous rejetons ces résultats et ces résultats ne reflètent pas la volonté du peuple togolais. Ça, il faut quand même être clair là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Merci, M. Thierry Lawson. Alors, Dr Albert Katé, qu'est-ce qui explique au fait ces résultats de l'opposition? D'autres disent que l'opposition a lamentablement échoué. Qu'en dites-vous? Bien avant les élections, je pense que je me suis exprimé sur le sort de l'opposition à ces échéances qui viennent de passer. Et ce sont ces prédictions-là qu'il faut mettre a priori sur la table pour voir si nous sommes réalistes dans nos analyses. Je ne fais pas partie de ceux qui font rêver les gens et puis après ben oui, après il y a une surprise et puis bon voilà, on va avec la nouvelle donne. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons cette tendance dans notre communauté de ne pas avoir le courage de dire les choses, la vérité à quelqu'un que nous voyons qu'il n'est pas sur le bon chemin, qu'il ira échouer. Parce qu'on te dit que pour ne pas démobiliser les gens, allez, il faut aller avec les rhétoriques. Et parfois, il faut aller avec le mensonge. Ça s'est passé pendant des années. Et des leaders se sont justifiés comme ça. Vous voyez. Bon, donc, voyant la personne dans le groupe, il faut avoir le courage de lui dire d'avance ou bien de poser les vraies questions à cette personne pour que demain, il n'y ait pas de bons mauvais arguments. Unir à gagner, ben, ça, ce n'est pas une surprise pour tout le monde. Beaucoup de gens de la diaspora
comme au Togo savait bien avant que l'UNIR gagnerait, parce que nous avons vécu pendant des années les difficultés de notre opposition togolaise. Et il n'y a pas, même les opposants ne le nient pas, ils le savent et ils le disent. Alors, avant d'aller aux élections, il faut avoir le courage et les moyens de couvrir toutes les circonscriptions pour avoir plus de candidats. Mais beaucoup de partis politiques de l'opposition n'ont pas les moyens et ils l'ont dit clairement, c'est très. Peut-être l'ANC est seul ou bien certains ont seulement eu le courage ont eu les moyens d'avoir des candidats dans presque toutes les circonscriptions pour égaler UNIR. Ça, c'est la première des choses. Donc, si tu n'as pas des candidats presque partout, combien de nombres tu peux avoir? Il n'y a aucune magie pour avoir le même nombre que celui qui a les candidats uniques, qui a les candidats sur tout le territoire, qui émaille tout le territoire. Donc, les opposants n'avaient pas les candidats un peu partout, comme tout le monde. Maintenant, même si l'ANC seul a eu les moyens d'avoir des candidats un peu partout, nous soyons sincères avec nous. Quels sont ces candidats? Ces candidats ont quoi de potable pour compétir avec les gens d'UNIR? C'est quoi leur bagage, leurs moyens? C'est quoi leur projet de campagne? C'est quoi leur témoignage? Parce qu'il faut que le candidat soit valable. Ils n'ont pas de cadre. Les partis d'opposition togolaises n'ont pas de cadre pour n'avoir pas travaillé pendant 30 ans. Pour avoir les cadres, il faut participer au gouvernement pendant des années, positionner des gens à des postes administratifs très, très, très élevés. Et ces gens-là ont de l'expérience, voyez, et ont expérimenté des choses pour aller expliquer au peuple, ont fait des travaux qu'ils peuvent utiliser comme argument de campagne, qu'ils peuvent présenter comme prouesse. Et avec cela, l'électeur va apprécier et voir si voilà, ce monsieur, vraiment, il me convainc. Et je veux qu'il fasse plus, ou bien il peut faire ce que je veux. Et là, l'électeur décide par rapport à ses projets de société, mais qui, dans la diaspora, ne sait pas cela, tout comme au pays. L'opposition ne travaille pas. Pendant 30 ans, c'est beaucoup, 30 ans. Ça, vous voyez. Bah donc ça, c'est l'autre point. Et comme je le disais avant, lorsque vous avez des cadres qui n'ont pas de témoignages, eh bien oui, vous n'avez pas beaucoup de chance. Mais l'opposition elle-même a encore un autre couac. C'est que lorsque vous n'avez pas les moyens de couvrir toutes les circonscriptions, peut-être si vous joignez vos forces, vous pouvez faire une différence dans certaines circonscriptions. Vous voyez? Mais qui ne sait pas dans la diaspora, comme au Togo, que, eh bien oui, les opposants ne veulent pas s'unir. Si dans certaines conditions, même ça peut les arranger, mais tout le monde, beaucoup se sont dit non, on ne va pas le faire. On a trop souffert des coalitions, on ne veut plus le faire. Il n'y a que quelques petits groupes, comme le Chassona, Maître Chassona et certains qui ont fait ensemble, et puis des petits groupes ici, mais c'est pas, on ne sait même pas qui sont ces partis et c'est quoi leur record. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de potable. Donc, nous avons une opposition qui est complètement effritée et fatiguée, qui n'a pas les moyens, qui souffre de beaucoup de monde, qui n'a même pas pu avoir le soutien de la diaspora, que ce soit financièrement ou autre. Mais alors, et au peuple togolais, rien sur le terrain. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Et beaucoup de journalistes qui étaient sur le terrain ont témoigné que ce qui s'est passé, ils n'ont même pas pu mobiliser des gens dans beaucoup de circonscriptions qui sont même des fiefs. Ils ne lient pas les opposants. Donc, je pense que l'explication de M. Tché est bien politique, mais je pense qu'on doit dépasser ça et être dans la sincérité si on cherche le bien du peuple, parce qu'après tout, nous voulons unir, soit fort, mais nous voulons aussi une bonne opposition pour le Togo. Mais s'il faut fermer les yeux sur ces lacunes et puis redorer ce blason avec de bons trucs et jeter l'anathème sur le pouvoir et puis présenter tout cela, bon, mais oui, demain, ils vont continuer dans le même sens. Et c'est pour ça que nous sommes dans une série d'élections avec les mêmes contextes et nous revenons pour parler encore et voilà, on est encore ici. Donc, je pense que c'est le moment de dire la vérité pour que ceux qui peuvent apprendre de nos analyses et prendre leurs responsabilités et corriger les lacunes, eh bien oui, ils peuvent avancer. On souhaite le meilleur à tout le monde, c'est ça, moi, mon point. Et ce débat peut être aussi technique, parce que les élections, M. Péché parle de recensement électoral, qu'il n'y a pas de pièces d'identité qui ont été données aux citoyens togolais. C'est une réalité. Dans la plupart des pays africains, il y a ce retard-là, parce que nous n'avons pas un système administratif qui permet de cataloguer les citoyens togolais, les citoyens africains, presque dans tous les pays africains. C'est le retard de technologie en Afrique et puis le Togo en souffre. Mais pour que ça avance,
est-ce que c'est UNI seul qui a la responsabilité de trouver des pièces d'identité aux Togolais? Non, c'est tous ceux qui profitent des élections ont intérêt à ce que leurs militants et tous les citoyens aient les pièces d'identité, puisque c'est ça qui fait l'électorat. Alors, si certains comprennent que c'est important que les gens aient les pièces d'identité, mais se dérogent de cette responsabilité administrative et ne veulent pas être dans le gouvernement qui délivre cette pièce d'identité, eh bien oui, vous voyez les gens du NIR aller faire leurs efforts pour s'assurer que leurs adversaires aussi et leurs militants ont des pièces d'identité. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas de cette façon. Je pense que lorsque vous savez que vous avez un intérêt dedans, eh bien oui, vous devez tout faire pour mettre la main à la pâte et vous assurer que tous les Togolais ont ces pièces-là. Et demain, vous en profiterez aussi. Vous voyez, que de mettre ça sur le dos du Nil. Tu vois, les gens font ça depuis des années, mais est-ce que ça donne quelque chose de tout remettre sur le dos du pouvoir? Non, le pouvoir, c'est un ensemble. Ce n'est pas UNIR seul qui est le pouvoir. C'est nous qui avons construit la démocratie. Nous allons faire quelque chose d'ensemble. Monsieur Thier dit que le découpage électoral n'est pas favorable. Oui, il a raison, parce que ça fait longtemps que ça fait objet de débat que l'opposition demande un autre découpage. Il y a plusieurs modèles techniques pour ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait n'est pas légitime. Ce qui est là n'est pas légitime. Bon, les gens ont plusieurs propositions. Il y a plusieurs sortes de scrutins, des scrutins de majorité uninominale ou bien plurinominale et tout cela. Mais lorsque M. Thier dit qu'il y a 40 000 personnes à Kara qui peuvent élire un député et au sud, peut-être 20 000 peuvent élire un député, c'est pas que c'est illégal, mais ça peut se faire aussi dans les contextes de scrutin proportionnel. C'est pour ça que nous disons que pour régler ce genre de choses-là, il y a plusieurs options qu'il faut mettre sur la table. Vous voyez, donc le scrutin proportionnel, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le suffrage exprimé de tout le monde et puis on divise ça par le nombre de sièges à pouvoir. Donc, par exemple, s'il y a 50 000 citoyens dans la région de la Kara et il y a 5 postes à pourvoir, eh bien oui, on divise les 50 000 par les 5 postes, vous voyez, non? Et on dit que si quelqu'un a 10 000 voix, bon, il a un député. Si quelqu'un a 10 000 voix, il a encore un député. Donc, le nombre de fois tu as 10 000, donc c'est le nombre de sièges que tu prends. Ben, si on prend ce modèle de scrutin proportionnel et on revient à Lomé, et on dit, eh bien voilà, ici on a 100 000 citoyens à Lomé pour aussi un poste de 10 sièges ou bien peut-être 30 sièges. Quand vous divisez, vous verrez que le nombre sera différent. Le nombre sera différent, mais c'est par rapport à la circonscription. C'est pour ça qu'on appelle ça scrutin proportionnel. Et on peut faire les scrutins mixtes, majorité unie ou plurinominale, mixte avec proportionnel. Donc tout ça c'est légal. Donc c'est pour ça qu'il faut des discussions politiques sincères, poser des gages de l'alternance pour voir quelles modifications faire au code électoral et pourquoi le faire, pourquoi ça arrange tout le monde ou bien ça arrange mieux. C'est pas que il faut traiter de diable ce que le pouvoir est en train de faire ou bien comme si c'est illégal. Non, expliquons les choses techniquement et c'est pour ça que je demande à mes frères de la diaspora que si vous êtes technicien, exigez de faire part aux discussions politiques pour que vos propositions soient prises en compte, que votre expertise contribue à un Togo de demain. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Ils sont toujours derrière les partis politiques qui ne veulent même pas insérer nos frères techniciens de la diaspora dans leur état-major pour aller contribuer. On ne les voit pas lorsqu'il y a les délégations des partis politiques qui font des discussions politiques et on voit nos frères comme M. Thier et d'autres personnes là-bas, on est vraiment fiers de leur contribution. Non, on les bloque. Vous voyez, non? Donc moi, j'accueille bien tout ce qu'il dit et je sais qu'il y a beaucoup d'options dehors, mais avançons et évitons de jeter l'opprobre sur le pouvoir pour des choses qui sont carrément politiques et sans dire que ce sont des options parmi de multiples options. Merci, merci d'avoir bien planté donc le décor. Alors, vous êtes sur AfroWeb TV, plus 1 319 462 89 119 sera le numéro sur lequel vous aussi, vous qui nous regardez sur YouTube ou sur les autres plateformes, pouvez participer à cette émission. Les opposants parlent donc de bourrage des urnes. Sinon, est-ce qu'ils auront pu gagner sans ces bourrages des urnes? Monsieur Tirelou Lawson, vous l'avez dit vous aussi donc dans votre première intervention. Absolument.
Absolument. C'est-à-dire que si ces élections étaient libres, démocratiques et transparentes, ben, l'opposition a gagné haut les mains. Et ça mettrait en difficulté le système dictatorial, autocratique, monarchique d'une seule personne qui veut garder le pouvoir parce que le pouvoir appartient à son papa. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Et il me semble que la lutte du peuple togolais depuis les années 90, c'est justement pour pouvoir revenir aux fondamentaux de la démocratie. Et ces fondamentaux passent par une constitution que le peuple togolais s'est donnée en 90, qui garantit non seulement les droits fondamentaux, mais aussi la gouvernance éthique et également je dirais, une constitutionnalité des institutions. Voyez. Et ce processus, eh ben, le régime RPT unir, depuis le père jusqu'au fils, n'ont pas voulu de cette constitution. La preuve, ils viennent, ils cherchent à l'enterrer définitivement. L'autre élément qu'il faut relever, c'est que la question de la gouvernance est au cœur de toute cette problématique. Après 60 ans de régime de corruption, de fraude et de violence, Monsieur Katé aujourd'hui évoque des éléments. Ces éléments me choquent énormément, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il tient un discours hors sol et qui n'est pas en contact avec la réalité togolaise. Je veux bien comprendre que, voilà, depuis l'extérieur, on a une vue idyllique, on veut danser la danse de tango, n'est-ce pas, avec le régime RPT uni, mais il faut quand même, il a évoqué la question de la sincérité. Je l'invite vraiment à la sincérité, à voir les choses de réelles, pas avec des lunettes de quelqu'un qui est dans une forme de séduction, n'est-ce pas, des gens qui sont violents, qui sont fraudeurs, qui sont violeurs et qui sont en train de braquer le peuple togolais. Je l'invite à écouter le témoignage de notre frère Aguzu Ricardo, avec qui a participé aux élections à Cara, Causa Espoir. Ces déclarations sont témoignages de la façon dont il a subi la violence systématique, où les chefs traditionnels ne permettent même pas qu'il puisse faire campagne, où la fraude, il a assisté à la fraude, il a invité les forces de l'ordre, mais rien n'a été fait. Je l'invite à écouter ces discours. Ça, c'est les témoignages. Quand on n'est pas sur le terrain et qu'on veut défendre RPT uni, il faut avoir des arguments. Il faut avoir des arguments rationnels, des arguments logiques et qui sont basés sur les faits, rien que les faits. Leader d'opinion, oui, il faudrait que votre opinion soit fondée, n'est-ce pas, sur des faits réels. Je l'invite également à écouter le témoignage de Targone, le responsable de la DCA, sur ce qu'il a subi dans le Dangpen, où 350 bureaux de vote. Ces 350, ils se sont battus, n'est-ce pas, pour que les élections soient libres et transparentes. Mais le RPT vient amener des gros bras où on a chassé des représentants de l'opposition dans ces bureaux de vote et ils ont rempli à cœur joie les urnes. Il y a eu du bourrage systématique, du traficotage, du vol à ciel ouvert. Et néanmoins, eh ben, finalement, ils sont réduits à l'accepter. Et les résultats qui ont été proclamés, c'est 41 000 votes pour le RPT et 15 000 pour l'opposition. Ça leur au moins garantit, n'est-ce pas, un siège. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le ministre de l'Agriculture s'est permis d'arriver dans la région parce qu'il vient de cette région-là. Et il n'y a pas de question pour que on soit membre de UNI et que dans sa région, dans son village, UNI ne gagne pas. Ce n'est pas acceptable. Et donc, il est venu avec des bérets rouges pour tout simplement changer les résultats, l'augmenter de plus de 15 000 voix dans la nuit, après que les résultats sont bien comptés et que tout le monde a pris connaissance de ces résultats de façon officielle. Alors, le lendemain, on leur présente un autre résultat où les chiffres ont été changés, où le RPT a gagné. En tout cas, s'est vu augmenter son score de plus de 15 000, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont plus de députés. Il est obligé de se cacher parce que il est menacé par la violence. Voilà des cas concrets. Alors moi, avant de faire l'avocat du diable,
il faut quand même dire au diable, écoutez, ce que vous me demandez de défendre, c'est difficile de le soutenir, parce que donnez-moi des éléments qui vous permettent de vous défendre. Mais si vous exposez le vol, la fraude, la violence de façon officielle et éclatante, avec des preuves, n'est-ce pas, que je serai difficilement en mesure de remettre en cause, eh bien, mon rôle va être plus difficile. Je comprends la difficulté de M. Kate à défendre cette situation, mais je l'invite quand même à raisonner, n'est-ce pas, ses mandats pour leur dire, ben, si vous voulez que je vous défende, soyez, je veux bien être l'avocat du diable, mais il faudrait que vous essayiez de soigner un peu les choses, d'arranger un peu les choses pour ne pas le faire de façon aussi grotesque, aussi hallucinante. Voyez? Et donc, alors, je voudrais quand même préciser cet aspect des choses. Et quand il évoque une opposition qui ne veut pas participer au gouvernement ou une opposition qui ne travaille pas, je suis tellement choqué. Je suis tellement choqué. Travailler, c'est quoi? C'est être, il y a par exemple, comment on l'appelle, Karl Gaba qui a donné le cas de Bawara. Bawara qui fait 17 ans en tant que ministre. Alors, travailler, être cadre, c'est faire 17 ans en tant que ministre du gouvernement. Est-ce que c'est être au gouvernement depuis 15 ans, depuis 16 ans? C'est ça, être cadre? Et avec ça, eh bien, vous n'êtes même pas capable d'avoir de l'eau potable dans votre région. Vous allez dans la région de Bawara, hein, vous ne trouvez pas de l'eau potable. Vous ne trouvez pas les minimum conditions de bien de vie. Et on me dit que c'est parce que les autres ne sont pas cadres, c'est pourquoi, eh bien, et ceux qui sont cadres, au moins qu'ils montrent ce qu'ils font. Vous allez à Kara, vous êtes choqués. Vous êtes choqués. Je me dis, mais quelque part, avec toute cette gouvernance qui a duré 60 ans, si on développait Kara, c'est une partie du Togo. Je serais heureux d'aller à Kara, au moins de me reposer ou de faire de la villégiature à Kara. J'arrive à Kara, ben, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable. Je suis énervé et choqué de voir la façon dont on traite les habitants de Kara. Tu vois, donc c'est des situations inacceptables. Et quand on nous dit que c'est parce qu'on ne participe pas au gouvernement, c'est une argumentation qui n'a pas de queue ni de queue ni tête et qui présente des carences qui intellectuellement ne tiennent pas la route. Je terminerai sur la question du découpage électoral. Alors, je convoque de la technicité de la chose, mais c'est très simple en fait. C'est quoi un parlement? Un parlement en démocratie, c'est des députés qui représentent le peuple, puisque par la démocratie représentative, c'est-à-dire que les 9 millions de Togolais que nous sommes, nous ne pouvons pas tous aller au Parlement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on divise les 9 millions de personnes par un quota de 100 000. Vous voyez, et ça fait 90 députés. Ces 90 députés représentent 100 000 Togolais. Et quand vous faites le calcul, effectivement, ça représente les 9 millions. On ajoute un député tout simplement pour faire en sorte que quand il y a un vote, le vote ne soit pas égalitaire. Donc, 91 députés pour représenter les 9 millions. Alors, on revient sur le territoire togolais. Et s'il y a une circonscription qui ne peut pas faire les 100 000, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute de façon à ce que chaque circonscription puisse représenter 100 000 Togolais. De ce point de vue, on ne peut pas venir nous expliquer que, eh bien, Kara a le droit, avec 40 000, d'élire une vingtaine de députés et que la région maritime doit élire la moitié de ces députés. Et donc, il y a suppression du vote. Il y a suppression, n'est-ce pas, de la voie démocratique. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que Lomé, eh bien, c'est tous les Togolais qui sont à Lomé. Ils viennent d'Apaon, ils viennent de Kara, ils viennent de partout et qui se représentent à Lomé. Et donc, bien évidemment, si les partis sont bien représentés, chacun aura, quelque part, si on respecte donc l'équité électorale, chacun aura des voix à Lomé. Donc, ce n'est pas juste une question de région en réalité, mais parce que le RPT ne veut pas la démocratie, veut se maintenir par la force, veut se maintenir par la fraude et la violence, et bien évidemment, il met en place un système qui garantit le pouvoir à vie sans possibilité de rendre compte aux populations togolaises. On les maintient dans la souffrance, dans la pauvreté, et on exploite leur pauvreté à travers la terreur et la violence d'une certaine partie de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, je veux participer à des débats où les faits, la cohérence intellectuelle, où
les éléments, les conclusions qu'on tire, n'est-ce pas, soient tout à fait dans ce qu'on appelle la probité intellectuelle et morale. Mais si on sort de ça et qu'on va faire, je dirais, un plaidoyer pour défendre ce qui est indéfendable, ça gêne ma conscience et je suis vraiment Merci, désolé. Monsieur Je Thierry voudrais Lawson. dans toute la clarté qu'il faut, parce que la situation, ce qui est grave, ce dont nous discutons est grave. Il y a des Togolais qui meurent, il y a des Togolais qui sont en prison, il y a des Togolais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Il y a une situation dramatique en matière des droits de l'homme et de violence systématique. Et de ce point de vue, on ne peut pas aborder cette question avec légèreté. Monsieur Thierry Lawson, merci. Docteur Albert Katé, on parlait à l'instant donc des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux où on n'a pas véritablement les preuves pour le moment, puisque les enquêtes se poursuivent. Le peuple togolais s'est-il vraiment exprimé dans les urnes au cours de ces élections passées, selon vous? Eh bien oui, il y a eu élection, donc le corps électoral a été convoqué et je pense qu'on ne peut pas dire que le peuple ne s'est pas exprimé, le peuple s'est exprimé clairement. C'est vrai, monsieur Tché a soulevé certains dysfonctionnements et il y a des images bon, j'ai pas tout vu aussi, mais je ne conteste pas la véracité de certaines de ces images. Mais est-ce qu'il y a jamais eu d'élection sans irrégularité ou sans fonctionnement? Non, il y en a toujours eu, mais c'est une affaire de pourcentage près. Vous voyez, donc lorsque vous avez décidé de participer à une élection, dans tout le pays du monde, il y a une obligation de surveiller les élections. Et cette obligation est partagée. Ce n'est pas seulement celui qui organise les élections qui s'en charge. Et c'est pour cela, c'est autorisé à ce que les délégués ou bien les électeurs ou bien les candidats aient des représentants dans les CENI. Ça, c'est selon plusieurs codes électoraux. Mais quand nous parlons de dérapage, de tout ce que nous voyons dans ces images-là, il appartient à ces partis politiques qui ont participé à ces élections de présenter, après avoir communiqué sur ces dysfonctionnements, de présenter à quel pourcentage près ces dysfonctionnements ont affecté leurs résultats. Donc, quand M. Tché parle d'une circonscription spécifique donnée, c'est vrai que l'incident peut être réel. Quelqu'un peut organiser un bourrage, mais quelqu'un peut organiser quelque chose. On leur donne le bénéfice du doute, mais il faut que le parti ou bien le candidat présente au total, c'est combien de votes il a perdu là-bas. S'il avait gagné, si ça n'avait pas eu lieu, combien de sièges il aurait eu. Et qu'on voit. Donc, ce sont des techniciens. Les gens qui vont aux élections, les partis politiques doivent avoir des staffs, doivent avoir des techniciens, doivent avoir des gens qui s'y connaissent. Et lorsque cela se passe, ils ont la possibilité d'évaluer cela rapidement pour pouvoir poser un argument, puisque le peuple et la communauté internationale, les deux sont à l'écoute. Mais il faut pouvoir présenter le problème pour qu'on te donne raison, parce que c'est d'une manière administrative et aussi c'est politique. Donc, c'est parce que quelqu'un dit que ça l'a affecté, que ça l'a affecté. Il faut qu'il soit capable de le présenter. Et maintenant, quand M. Tché soulève ces éléments-là, et il parle de avocat du diable, tout ça là. Non, c'est pas question d'avocat du diable, cher ami. C'est question de responsabilité. Vous avez des partis d'opposition qui ont participé à des élections depuis 1994 à 2024, 30 ans. Monsieur T, dans quelle élection notre opposition a participé et à la fin, tout ce que vous racontez là, tous ces incidents-là, elle n'a pas rapporté de tels incidents, elle n'a pas rapporté de tels dysfonctionnements. Vous allez voir que c'est dans
toutes les élections sans exception. Dans ce cas, avant d'aller à cette dernière élection, ça veut dire que vous avez affaire à une opposition qui devait prévoir, qui devait anticiper, qui était consciente de cette probabilité. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà cette disposition pour répondre à cela au cas où ça se passait. Donc, nous n'avons pas affaire à des enfants, à des gamins. Nous avons affaire à des gens qui ont expérimenté, qui ont rapporté des choses pendant plus de 30 ans. La même chose. Donc, c'est pour cela, avant cette élection, beaucoup étaient sceptiques de leurs propos. Beaucoup osaient même leur demander, est-ce que vous viendrez dire demain qu'on vous a volé? Est-ce que vous viendrez dire demain qu'on vous a violenté? Est-ce que vous viendrez dire demain qu'on vous a fait ceci dans le bureau vidéo, qu'on vous a frappé, on vous a fait cela, puisque vous l'avez dit avant-hier et avant-hier, l'année passée, l'autre année. Donc c'est pour ça, certains d'entre nous avaient dit, si nous prenons en considération toutes ces plaintes-là, mais nous ne voulons pas que le peuple togolais, ni les opposants, ni les électeurs, ni personne ne soit plus impliqué dans de telles choses-là. C'est pour ça que nous avions dit, disons-nous la vérité, s'il faut régler des choses, réglons-les. S'il faut régler des problèmes, réglons-les. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu d'occasion? Oui, mais d'autres ont dit non, nous avons notre propre cadre, le cadre de CPDC, et c'est là que nous réglons tous les problèmes. On ne veut même pas voir d'autres personnes venir discuter de ces problèmes d'élection avec nous. C'est uniquement nous qui sommes ceux-ci, nous qui sommes ceux-là, et ils sont là-bas. Écoutez, chers amis togolais, nous avions eu la volonté d'éviter tout ce que nous racontons aujourd'hui. Alors, si les gens ont pris la responsabilité de dire que bon, nous sommes au contrôle, c'est nous seuls qui allons régler ces problèmes, nous sommes experts en cela, nous sommes privilégiés. Ben, si demain ces mêmes personnes reviennent aujourd'hui, oh voilà, on nous a volé, oh voilà, on nous a frappé, vraiment. Écoutez, non, nous ne sommes pas des enfants. Les gens ne doivent plus mourir pour des pareils comme ça. Vous voyez, non? Donc c'est pour ça que nous devons nous dire la vérité. Nous avons affaire à des gens, et demain on appelle encore à des élections, ils vont y aller. Et ils vont corriger les choses. Qu'est-ce qui a été corrigé, M. Tché, entre les 8 élections que les oppositions ont participé et tous les incidents qui ont été rapportés? Qu'est-ce qu'ils ont corrigé avant d'aller à celle-ci? Ben, c'est ça. C'est pas affaire d'avocat de diable, c'est affaire de responsabiliser les gens. C'est ça. Donc, si vous parlez de M. Agouzou Ricardo, moi je regrette que cela lui soit arrivé. Vous voyez? Et nous, dans la diaspora, parfois, nous ne sommes pas sincères. Et c'est ça que les compatriotes au pays nous reprochent. À chaque année, vous allez voir, chaque jour d'ailleurs, j'allais dire, chaque semaine, les vols Ethiopian Airlines et Air France sont remplis de Togolais de la diaspora. Nous rentrons par centaines et milliers de par le monde. Les gens font le bruit sur tous les réseaux sociaux. Mais quand nous rentrons au pays, combien tu vois au devant de la scène politique sur le terrain, après avoir raconté tout ça sur les réseaux sociaux? Eux-mêmes, ils ne s'impliquent pas. Ils ne le font pas. Là où M. Agouzou Ricardo est parti, tu envoies un frère de la diaspora pour aller s'asseoir là-bas dans les conditions telles quelles, après avoir écouté tout ce que les opposants ont rapporté comme problème, cela, ils ne le feront pas. Ils n'iront pas là-bas pour se faire frapper, pour avoir tous ces problèmes-là. Parce qu'ils savent que si c'est vrai que les problèmes sont tels, est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'ils voient d'avance la paix? Est-ce qu'ils voient d'avance qu'il n'y aura pas ça? L'homme de la diaspora est malin, il ne le fera pas. Mais on va commenter que c'est arrivé à quelqu'un. Bon, on aurait pu l'aider en faisant pression sur l'opposition que non, écoutez, si ça a causé la mort, si ça a causé des gens, des emprisonnements, ceci, cela, mais nous ne voyons pas que vous avez réglé ces choses. Donc, si vous ne pouvez pas régler ces choses, alors là, nous allons faire tampon que vous n'êtes pas sincère. Et tout fait pour qu'il règle ces problèmes et que nous voyons la paix venir, qu'il n'y ait pas des élections et il y aura encore ces choses. On ne le fait pas, on le laisse aller. On a tous les arguments pour les accompagner dans le gouffre, dans le problème, et après, on vient commenter le problème. C'est pour ça, moi, je ne suis pas de ça, de cette position pour fermer les yeux sur les approches de solutions qui auraient pu éviter les problèmes et venir commenter maintenant les problèmes. Au fait, c'est un peu de ça on souffre. Donc, Monsieur Tché, quand vous parlez de ce que le régime peut faire, qu'il y a
corruption et tout cela. Bon, c'est toujours comme ça. Hein. Je pense que si nous voyons l'histoire des élections, c'est des législatives. Vous voyez? Donc, on fait les élections législatives et les locales, les gens peuvent s'investir dans certaines choses volontairement. C'est parce que c'est le chef de l'État qui les a dit d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Les gens peuvent concocter des choses. Dans la tradition, même toute élection a un problème. Vous avez dit que les chefs traditionnels, par exemple, lorsque nous choisissons les chefs traditionnels chez nous, mais c'est des problèmes. Toute élection est problème. Ce n'est pas seulement l'élection législative présidentielle. Tout ce qui est élection dans la vie des gens, même pour prendre quelqu'un, un chef de syndicat, c'est des problèmes. Tout ce qui est élection dans la vie, c'est pour ça il faut travailler au préalable pour anticiper les problèmes et les solutionner avant d'y aller. Merci, nous y reviendrons pour proposer des solutions. Vous êtes sur AfroWeb TV. Chers amis téléspectateurs, nous allons faire une pause de 30 secondes et revenir juste après. Chaque semaine, la rédaction